Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans cette émission que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics, bande dessinée, les beaux livres en général, par leur travail. C'est la fin de l'année 2024 et on reprend notre tradition maintenant qui devient annuelle. Ça aide de faire un petit peu le tour de France des éditeurs de comics et des éditeurs en fait qu'on aime interroger sur First Print depuis longtemps. Et avec nous aujourd'hui, on a Emmanuel Bouteille des éditions Aquileos. Salut Emmanuel. Salut Arnaud. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous les auditeurs. Et les auditrices. Et les auditrices. Il y en a aussi, quand même pas beaucoup. On a fait une étude, on a fait un peu une étude. On avait fait un grand questionnaire cette année de qui nous écoute et tout ça. Bon, c'était 90% de mecs, mais quand même, voilà, il y a quand même un peu, voilà. Et puis, on essaye autant qu'on peut. Bienvenue à toutes les auditrices. Voilà, tout le monde est venez nombreuses. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Mais ça fait quand même 3 ans qu'on ne s'est pas parlé. Alors, on s'est parlé hors micro, bien entendu, mais ça faisait 3 ans que tu n'étais pas venu dans le podcast. Mm-hmm. Alors c'était pas une volonté de pas t'inviter, c'est parce que c'était pas une volonté de pas venir. Voilà, on s'est moins vu aussi factuellement, je crois. Voilà. Peut-être qu'on s'est pas retrouvé autant qu'on le voulait sur les salons et on va en parler un petit peu. T'as Aquileos, historiquement c'est une maison d'édition de bande dessinée à la fois de création et aussi de traduction et donc de comics. Exactement. Mais vous avez 20 ans, plus de 20 ans d'existence maintenant. Oui, 22. Et voilà, il y a pas mal de choix éditoriaux aussi qui ont été faits ces dernières années qui font qu'on a eu moins tendance à parler de vous. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'on arrête. Non. On va toujours continuer. Mais alors comment tu présentes un peu ton programme éditorial là ces dernières années depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Comment tu définirais un petit peu ce que publie Aquileos? On continue à faire effectivement de la traduction et notamment de BD anglo-saxonne, mais aussi d'auteurs du monde entier. On fait des créations. C'est remis à faire des créations. Là, on a deux nouvelles créations qui sont sorties. Dont je parle parce qu'elles sont actuellement dans les librairies. Il y a Les Folieux de Laure Laffeter et Népentex d'un auteur belge, Steven Hermans. Mais on continue à faire du comics. C'est vrai que on s'est plus orienté sur des domaines jeunesse, young adulte. On a terminé récemment la série Amulette, qui était un des gros marqueurs de notre catalogue. On l'a attendu assez longtemps, mais le dernier tome est sorti cette année. On a la série Space Boy aussi, qui est du webtoon de Stephen McCranie, un auteur américain, et qu'on va reprendre après un petit stand-by. On a tous les livres de Jen Wang, dont le dernier, Mon Refuge, qui vient de sortir, qui marche très très fort. On est ravis. Donc, qui était l'autrice qui avait eu le prix jeunesse à Angoulême en 2019 maintenant. Voilà, donc ça c'est des auteurs et des autrices qu'on suit. On avait réédité, de quoi on peut parler? On avait réédité The Pro, qui avait bien marché aussi. Alors qui est moins jeunesse pour le coup. Oui, qui est un peu moins jeunesse, ouais, effectivement. Mais voilà, c'est toujours une forme d'éclectisme qui nous va bien. On publie du patrimoine aussi, puisqu'on avait eu le bonheur d'être sélectionné aussi en patrimoine au First Print Award. N'est-ce pas? Alors tu peux nous huer de pas avoir eu un prix dans l'une des catégories, parce qu'on en avait justement In Limbo dans Debly, dans notre catégorie jeunesse qui énerve tout le monde parce qu'elle mêle un peu trop, elle mêle de la vraie jeunesse et plus justement du young adult. Oui. Mais on n'a pas encore les moyens d'avoir des 3 catégories pour bien distinguer tous les types de jeunesse, quoi. Mais non, mais il y avait de toute façon dans vos sélections, il y avait que des super titres, donc après. C'est difficile de dire c'est pas juste quand on est face. Des fois c'est plus frustrant parce qu'on se dit oula, ce qui a été choisi c'était pas forcément super, mais là non. Donc voilà, donc dans les Debly on a continué à. C'est une nouvelle autrice donc qui est d'origine coréenne mais qui est américaine, dont on va sortir aussi un nouvel ouvrage qui s'appellera De l'autre côté, qui sortira à la rentrée de 2025. Donc voilà, c'est une forme d'éclectisme. On a développé aussi les artbooks. Donc là, on publie des auteurs du monde entier. Il y aura aussi des auteurs, peut-être un jour des auteurs américains. Il y en a que j'aimerais bien leur proposer de créer un ouvrage, puisque on se rappelle que le premier artbook qu'on avait fait, c'était celui sur Peter de Sève, qui est un artiste connu pour être designer chez Blue Sky sur les personnages de l'âge de glace et qui fait des couvertures pour le New Yorker. Donc, on a aussi cette tradition avec des artistes américains. Et on a développé le jeu de rôle aussi, parce que voilà, là aussi, il y avait un intérêt
de ma part. Vu c'est l'avantage d'être complètement aux commandes d'une maison d'édition. On fait ce qu'on a envie. Personne, j'ai pas d'actionnaire qui me dit faudrait faire autre chose. Il y a pas un grand Vincent derrière toi qui t'a racheté, qui veut te faire publier des livres de Faf. C'est bien dommage. Non, ouais, je suis déçu. Pour avoir des habillages en gare. Je pourrais passer sur ces news. C'est ça. Aller voir Pascal Pro. Oh. Ah bah tous tes bons amis quoi. On peut se le dire. Mais justement, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que la dernière fois qu'on se parlait, tu étais avec un associé, mais là tu dis que tu es tout seul aux commandes en fait sur l'éditorial, c'est un petit peu changé. Comment ça a changé Achilleos aussi pour toi? Alors, ce qui a changé, c'est que donc mon associé avec qui j'avais créé la société et qui est resté pendant 20 ans a quitté la maison d'édition, donc j'ai récupéré le contrôle de la maison d'édition et j'ai un nouvel associé, mais qui lui est dans le secteur du jeu de plateau. C'est les éditions Matago qui sont à Bordeaux aussi. C'est aussi une des raisons qui fait que c'était aussi plus évident pour nous de choisir quelqu'un avec qui je pouvais être en contact régulier. La fameuse mafia bordelaise. La mafia bordelaise, ouais. Et du coup, c'est aussi ça qui fait qu'on a développé les jeux de rôle, puisque c'est un peu à la frontière entre le jeu de plateau et le livre classique. Mais c'est quelqu'un qui est passionné de BD aussi, qui a des milliers de BD chez lui. Et moi, j'aime beaucoup le jeu aussi. Donc, en fait, on s'est vraiment trouvé comme ça et on s'apporte chacun un regard un peu extérieur, moi sur les jeux de plateau qu'il peut publier et lui sur les BD qu'on peut publier, et ça c'est vachement intéressant. Mais après au jour le jour, oui, c'est moi qui gère complètement les choix éditoriaux, que ce soit en création ou en achat de droits. Comment ça se passe maintenant pour toi justement quand tu dois faire un planning sur une année, comment tu gères cet équilibre en fait entre les nouveautés que tu as, alors les vraies nouveautés, on va dire, les vraies nouvelles signatures, à la fois tes suites de séries parce que parfois tu peux avoir plein de tomes déjà que tu peux préparer, mais il faut peut-être pas tout publier d'un coup, et également gérer aussi tout ce qui est réédition quand certaines le viennent. Comment est-ce que tu arrives à agencer ça? Est-ce que c'est au feeling? C'est assez empirique en général. En fin d'année, là, comme on a fait, on essaie de se donner par semestre, en fait, des plannings. On peut pas aller plus loin parce que en création, on est souvent tributaire des délais que nous donnent les auteurs. Parce que, et des éventuels retards qu'ils peuvent prendre. Ouais. Alors, c'est aussi parce que on va être très, très clair là-dessus. Nous, on peut pas offrir des avances importantes comme des gros éditeurs. Donc, en général, les auteurs, on leur laisse le temps ils ont souvent des jobs à côté pour pouvoir composer avec les deux choses. La BD, ça prend beaucoup de temps. Donc, mais là, par exemple, les deux créations qu'on a publiées, ça a été réalisé en 1 an et demi à peu près. Mais par exemple, Lorelai qui a fait Les Faux Lieux, elle travaille dans une agence d'architecture. Et c'est un projet qu'elle avait déjà bien avancé avant de nous le montrer. Donc, c'est allé relativement vite vu la masse du bouquin, qui fait quand même plus de 300 pages pratiquement. Donc, il y a des périodes où on n'aura que de la traduction, que des achats de droits. Il y a des périodes où il y aura beaucoup plus de création. C'est pas du tout calculé. On essaie d'équilibrer. Ce qui fait que des fois, on se dit ça, on va le repousser un petit peu. Mais pendant une période, on n'avait plus beaucoup de création parce que les difficultés qu'on rencontrait, beaucoup d'éditeurs faisaient que investir dans de la création, c'est à la fois plus long et plus coûteux. On avait été obligé de stopper un petit peu, mais là, on a relancé. On en a sorti 2. Il y en a une 3e. Qui s'appelle Vendre, Naples et Mourir, d'auteurs italiens qui sort au 2e trimestre 2025. Donc voilà, c'est un peu empirique, c'est un peu on essaie toujours de garder cette double identité parce qu'elle fait vraiment partie de ce qu'on est, cette diversité, mais on va essayer, on a reconstruit un peu nos collections aussi on a créé une collection qui s'appelle Identité, dans laquelle on a mis, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de titres qui tournaient autour de ça, autour de savoir qui on est. L'emblématique, c'est Le Prince et la Couturière, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein d'autres qui pouvaient rentrer dans cette catégorie-là. C'est la seule collection un peu thématique qu'on a, et dedans, il pourrait y avoir des ouvrages de création. Il y en aura. Il y en a une qui s'appelle Le Conte de Pierride, qui va sortir aussi l'année prochaine, qui va bien là-dedans. Et puis des achats de droits. Et sinon, on a une collection donc pour tout ce qui est autour du cinéma. Essentiellement, aujourd'hui, une revue qui s'appelle Capture Mag, et qui est tiré d'un podcast du même nom, et la collection jeux de rôle et la collection artbook. Voilà. Très bien. Mais justement, par rapport aux comics pur et dur, tu fais du jeunesse / young adult depuis pas mal de temps. Est-ce que tu as aussi fait les Renata Hellgemeier par exemple?
autrice qui est l'une des plus vendues sur ce secteur aux États-Unis. Ouais. Donc alors ça se traduit pas forcément pareil en France, mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment tu avais peut-être décidé de te concentrer aussi plus sur ce secteur-là, parce qu'avant tu faisais aussi de l'indé plus traditionnel, on va dire, et c'est vrai que depuis la dernière fois on a enregistré, il y a 404 graphique qui s'est lancé, il y a Black qui fait un super boulot, je dois le dire. Il y a Black River aussi qui s'est lancé, qui a fait alors plus des licences mais aussi quelques titres indés. Panini, finalement on a fait aussi quelques-uns pendant une année, et c'est ça, est-ce que tu t'es dit bon, à un moment en fait sur l'indé traditionnel, on va dire, vous êtes trop nombreux, donc moi je vais aller plutôt sur un secteur où pourtant tu as aussi d'autres concurrents, on va dire, avec Kinaï, avec Bliss qui est juste à côté, tu vois. Oui, c'est surtout alors là pour le coup c'est une décision un peu pragmatique et économique, hein. C'est dans ce qu'on a sorti ces dernières années, on en parlait pour préparer le podcast. Ouais, pour préparer le podcast, on a sorti des BD comme Kill 6 Billion Demons que j'aime beaucoup mais qui a pas du tout marché. Qu'on pourra pas, enfin on a sorti 3 tomes, d'ailleurs j'aurais dû m'arrêter à 1 si j'avais été raisonnable, mais je voulais quand même sortir ce qui était dispo à l'époque, ou un comics indé de Ed Brisson comme Catch and Release, ce qui a ça a été très très difficile, donc il y a un moment c'est difficile de continuer alors qu'on a réussi à avoir quelques succès vraiment importants, avec Amulette historiquement, avec les livres de Jen Wang récemment, donc là il y a quelque part ça t'indique peut-être la voie à suivre aussi, de façon très pragmatique, quoi. Alors, exactement, même si ça peut être frustrant parce que j'aimerais bien publier certains comics, en plus comme il y a beaucoup de concurrence, la course peut être difficile à suivre, surtout avec des très gros, mais cela dit, même dans ce que je fais là récemment, je vais pas dire qui l'a fait, mais on n'a pas obtenu les droits pour faire le nouveau Reina, qui sera un livre. Alors je vais pas en parler, mais c'est un. Enfin, si je vais pas en parler, c'est un livre qu'elle fait avec Scott McCloud. Ah waouh. Voilà. Okay. Et on l'a pas eu. C'est la loi c'est le jeu, quoi. Hein. Mais par contre, on a réussi à obtenir le Jen Wang. Il a fallu se battre aussi, malgré tout. Mais on avait les légitimités de l'avoir fait, quoi. Oui, après dans ton historique, je l'avais déjà souligné quand on en avait parlé, donc je vous invite à réécouter les podcasts qui sont déjà en ligne. Il y en a un de 2021 sur First Print déjà, et de 2019 qui permet quand même de retracer tout le parcours pour celles et ceux qui découvrent qui le sont en ce moment même. Mais j'avais fait la réflexion que tu avais cette historique en fait d'avoir des auteurs que tu avais récupérés, enfin que tu avais dénichés, et puis après de te les fait piquer, on va dire. Alors c'est les lois du marché et tout ça, mais des fois c'est frustrant. Du coup, Reina aussi, enfin parce que Reina, t'as été le seul du coup sur. Alors c'était Reina et Scott McCloud. Donc oui, mais du coup ça donne un indice de. Voilà. Du coup, tout le monde aura compris, mais. Oui. Et puis après, les agents font leur travail aussi, hein, mais c'est ça qui peut être frustrant des fois. C'est que ça reste un business quand même, quoi. Mais... Moi, je l'avais découvert entre guillemets quand on avait notre premier comic, c'était Whiteout de Greg Rucka et Steve Lieber, et quand on avait voulu le rééditer au moment où ce magnifique film adaptant cette BD, demandait des droits abusés, alors que le film était pas bon, quoi. Ouais, mais le film était pas encore sorti, mais là il y a un film, alors il faut payer plus cher. Ouais. Et il avait fallu négocier en disant oui, peut-être que je vous offre un peu moins, mais on était nous les premiers à l'avoir publié. Bon, ces Américains, on les aime beaucoup, mais c'est vrai que des fois c'est la bottom line qui compte, quoi. Donc bon. Et en plus, voilà, quand on investit dans de la création, on sait que le bouquin il va rester chez nous quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que moi j'ai des auteurs qui ont eu beaucoup de succès chez nous et ailleurs, mais ce qu'ils ont fait chez nous, ça restera toujours chez nous. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un patrimoine immanent de la maison d'édition. Alors que l'achat de droit, on ne sait jamais à quel moment il peut nous filer dans les doigts. Il suffit de voir combien d'éditeurs ont eu Watchmen ou Dark Knight depuis leur création. C'est littéralement, ça peut changer tout le temps. Ouais, donc, c'est vrai. Après, c'est vrai que les gens le savent pas forcément, mais en général, quand tu signes un achat de droit, c'est pour une durée limitée. C'est quoi, c'est 3 ans peut-être? Ça dépend complètement. Ça peut être moins? Ça peut être moins. Ah ouais? Okay. Ouais, j'ai eu des contrats, des fois c'était 2 ans. Ah, ce qui est très peu, quoi. Ouais, ce qui est très peu. Et des fois, c'est 7 ans. Quand les plus longs que j'ai, parfois, c'est 7 ans. Mais en fait, c'est surtout s'il y a une vraie actualité qui fait que
le titre se relance, que là, il faut renégocier, sinon c'est un peu conduit par tacite reconduction. S'il y a rien de particulier, bon, ils vont pas changer juste pour le plaisir de changer, mais voilà. D'accord. Ouais, parce que t'as même après ça. Pour le coup, ils l'avaient annoncé qu'ils le récupéraient, mais pour l'instant, ça a disparu de leur planning, le Fear Agent de Rick Remender. Je sais pas, il est pas annoncé encore? Il avait été annoncé une première fois, et finalement, en fait, ils l'ont enlevé pour l'instant du planning. Et j'imagine que c'est peut-être en attendant que tous tes stocks soient. Ah non, moi, j'ai plus le droit d'en vendre depuis 1 an. Ah, t'as plus le droit du tout, là. Ah oui, j'avais eu une période j'avais eu droit jusqu'à la fin de l'année dernière. Et après, c'était fini. Donc, on avait écoulé les derniers stocks qui me restaient de l'intégrale. Et donc, non, là, a priori, il y a aucune raison. Peut-être que, leur planning est un peu chargé, je crois. Oui. Ils sortent plus de titres que toi. Ça c'est sûr, mais je poserai la question à François de François, Urban, quand ce sera son tour, de passer au grill. Au grill, ouais, c'est ça. Du côté du patrimoine, on en avait déjà un petit peu parlé. Moi, j'aime vraiment le travail que tu fais. Je trouve que c'est super important ce que tu fais, surtout tout le EC Comics, toute cette période-là. Donc, il y a eu les 2 Vault of Horror qui sont sortis en début d'année. Ouais. Mais tu me disais en préparant ce podcast que en fait, c'est pas parce que c'est EC Comics que tout se vend forcément pareil, que tout marche forcément. Et la question c'est déjà, il t'en reste beaucoup à sortir de cette période. Et comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu le fais vraiment juste par conviction, ou si t'étais plus pragmatique aussi, est-ce que tu arrêtes? Non, c'est beaucoup de boulot. Il faut en parler aux traducteurs. Il y a beaucoup de textes dans et c'est parfois assez compliqué à traduire. C'est du langage des années 50. C'est un autre type de BD. À part celle peut-être scénarisée par Kurtzman, qui sont plus modernes dans leur forme, parce que étant un artiste lui-même, il pensait pas comme un scénariste mais comme un dessinateur. C'est vrai que au niveau de la narration, c'est ce qui a le mieux vieilli, et on le voit aussi dans Frontline, dans Two-Fisted Tales. Alors ce qui nous reste de la période, la fameuse New Trend, il nous reste plus grand-chose. Il nous reste 2 tomes de Vault of Horror, 2 tomes de Two-Fisted Tales, donc Guerre Aventure, 1 tome de SF qui est Weird Science Fantasy, qui était la fusion de Weird Science et Weird Fantasy à la fin, et c'est tout. Donc tout le reste, ça a été publié, on a commencé à les sortir en intégrale, mais comme toujours, la difficulté, c'est que Tales from the Crypt, ça marche. L'intégrale Tales from the Crypt, on a épuisé 2 tirages à près de 3000 exemplaires, donc on en est à 5000 exemplaires, ce qui est colossal. Ce qui est énorme, pour un titre de patrimoine qui est vendu assez cher quand même. Même si on est très fiers. Très gros, c'est l'intégrale de 900 pages et quelques, là, qui vraiment, on en avait parlé, il y a 3 ans, du coup, quand on venait de sortir, mais du coup, depuis, t'en as vendu 6000, quoi. Pour ce type de comics, c'est assez rare, hein. C'est super. Mais c'est, comme je te disais, c'est la marque Tales from the Crypt. Et même si on explique aux lecteurs que Out of Fear et Vault of Horror, les 2 autres titres horreur, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire les mêmes auteurs, les mêmes scénaristes, liste de principe d'histoires courtes entre 6 et 8 pages. On vend quand même 2 fois plus de Tales from the Crypt que les autres, alors que c'est littéralement la même chose. Parce que il y a une reconnaissance du nom, et ça c'est un peu frustrant, parce que on a beau essayer de l'expliquer, ça passe pas toujours. Weird Science marche plutôt pas mal, la SF, mais Weird Fantasy marche moins bien que Weird Science, alors que c'est de la SF aussi. Mais Science, je sais pas si c'est parce qu'il y a Science dedans. Là, on a sorti l'intégrale Frontline Combat. Les récits de guerre, c'est aussi plus difficile. Mais ça, je peux comprendre. Delirium a fait déjà Vietnam War aussi. Tout ça, donc Charlie, la guerre de Charlie. Oui, mais c'est. Et moi, j'adore les Crime Suspense Stories qu'on a sorti en intégrale en 2023. Mais ça se vend très très difficilement. Alors que c'est des super récits de polar et tout. Mais donc, je dirais à la réponse à ta question, c'est pas oui c'est rentable ou non c'est pas rentable, ça dépend énormément. Mais comme j'ai une ambition, est-ce que tu dirais, par contre, vu que c'est quand même tout vient du même ayant droit, est-ce que tu dirais que justement tes ventes exceptionnelles de Tales from the Crypt permettent de subventionner, on va dire. C'est comme ça que je l'envisage. Si je faisais titre par titre, j'aurais fait une sélection et j'aurais arrêté ou ne pas faire d'autres. Mais comme j'ai quand même envie, il m'en reste tellement peu, c'est à la fois peu et beaucoup, mais je me suis promis de les faire et je tiendrai cette promesse. Et après, de faire les intégrales, j'aimerais bien l'année prochaine sortir pour la fin d'année l'intégrale Shock Suspense Story, parce que je trouve que en plus, Shock Suspense Story, c'est une anthologie. C'est-à-dire que dans chaque numéro de Shock, il y avait 4 histoires. Il y avait une histoire d'horreur, une histoire de SF
une histoire policière et un Shock Tales qui étaient les récits engagés de l'époque, qui sont super intéressants. Et je trouve que du coup, c'est littéralement pour les gens qui découvrent ici Comics, c'est génial de lire Shock Suspense Stories parce que, et en plus, c'est arrivé tardivement. C'est c'est les dernières années avant la censure du Comic Code. Et donc, à la fois graphiquement et scénaristiquement, c'est le top, quoi. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse le sortir. Mais après, c'est des contraintes de temps, notamment de temps de traduction, de maquette. Même si là, pour les intégrales, tout est déjà fait, techniquement. Tout est déjà fait, mais on change de format. Ah. Et on relit intégralement. J'ai une nouvelle correctrice que je salue ici, Claire Couturier, qui est exceptionnelle et qui est sans pitié pour ce qu'on avait fait avant. Et quand je relis, quand elle relit, chaque fois qu'on réédite un livre, on le fait relire par elle. C'est un coût, mais ça vaut tellement la peine parce qu'elle est vraiment géniale et elle nous permet de rendre un bouquin qu'on veut définitif, surtout pour des intégrales. Donc il y a ce boulot-là aussi qui est génial parce que des fois ça mérite d'être. Mais bon, le gros du travail est fait, c'est vrai. Est-ce que tu sais, d'ailleurs, dans cette mécanique de réédition intégrale, s'il y a un bon timing? Est-ce que pour rééditer, parce que le risque que tu peux avoir, c'est quand tu commences par exemple Vault of Horror, tu vois, là, t'as les 2 premiers tomes qui sortent, tu pourrais te dire qu'une partie du lectorat va se dire, bah, je sais que l'année d'après, il y aura l'intégrale et donc je vais pas les prendre. Oui, sauf que cette logique, en général, ça tue l'espoir d'avoir une intégrale. Oui, mais en fait, j'ai tellement de gens qui ont acheté, tellement. À l'échelle des gens qui s'intéressent à IC Comics, il y en a beaucoup qui ont commencé sous ce format plusieurs volumes, qui veulent terminer sous ce format plusieurs volumes. Donc moi au départ je m'étais dit on va sortir directement en intégrale, mais par respect pour les gens et on en a beaucoup qui sont très fidèles et qui suivent depuis le début, je pouvais pas refuser de dire on va les sortir aussi comme ça. Et du coup et comme de toute façon on a d'autres intégrales à faire avant, bah ça arrivera le moment venu. Et je suis pas maniaque des collections, mais je comprends que les gens qui avaient les 5 tomes de Tales from the Crypt, les 3 tomes de Weird Science, Vault of Horror, ils veulent pas l'avoir en intégrale, ils veulent l'avoir dans ce format-là, et c'est pour eux que je le fais. Et voilà. Même si effectivement dans ce format-là, il y a plein de titres qui sont épuisés qu'on rééditera pas parce que une fois que c'est fini, oui, c'est ça, c'est que on passe à l'intégrale. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que tu pourrais, une fois que tu aurais tout fini, proposer un méga pack ici la totale comme ça, qui serait très... Le stockage coûte trop cher. Très festif. On va pas parler des problèmes de stockage, mais c'est un fléau terrible. On peut en parler quand même, parce que je l'ai noté, il était pas le seul à l'avoir fait, parce que Bliss l'a fait aussi, Comics Initiative l'a fait aussi. Ces grandes braderies en fait organisées par généralement par des maisons d'édition indépendantes, puisqu'en fait je pense que les grands groupes eux juste ils pilonnent directement. Mais vous avez peut-être pas ni l'envie d'aller envoyer plein de bouquins au pilon, et ce qui fait qu'on a vu effectivement des bouquins qui sont parfois sortis il y a que 2-3 ans, parce qu'en fait il y a une durée de 2 ans. 2 ans, ouais, c'est 2 ans après la sortie. Avant de pouvoir casser les prix avec la loi Langue, mais une solde, si c'est possible, on en a fait, mais le plus gros problème c'est les défraîchis, parce qu'en moyenne on a 30% de retour. Ce qui est un peu la moyenne, un peu la moyenne haute, on va dire, de notre secteur. Mais en fait, c'est toujours pondéré par des titres qui marchent bien. Ils vont être à 10% de retour. Il y aura quand même tout le temps des retours. C'est des livres qu'on peut pas remettre dans le circuit parce qu'ils sont plus complètement neufs. Mais on n'a pas le droit de les vendre à prix cassé. Mais c'est un peu le travers du système du prix unique qui pourtant a plein de vertus, donc celui de nous permet d'exister, ce qui est déjà énorme. Mais il y a ces volumes. Moi, je reçois des palettes et des palettes entières de retour que je suis obligé de stocker ou de pilonner. Mais tout ça, ça a un coût. Et à un moment, on s'est dit, on va proposer des ouvrages en défraîchi sur notre site. Les libraires n'étaient pas contents, même si... Et en même temps, ils vous les ont ramenés. Ouais, mais c'est un équilibre. Ouais. J'ai beau leur expliquer que nous, c'est des ventes. Ça se chiffre en quelques dizaines, hein. Donc c'est littéralement insensible. Et d'ailleurs, ça se vend même pas assez pour que je puisse écouler tous mes stocks. Mais ils perçoivent ça, beaucoup perçoivent ça comme une concurrence déloyale. Et du coup, c'est compliqué. J'ai des amis éditeurs qui m'ont dit tu fais des soldes, des fois après ils sont pas contents. Et je peux comprendre d'un côté, mais c'est quelque chose de terrible d'envoyer au pilon des milliers, voire des dizaines de milliers de livres sous prétexte qu'on peut littéralement, légalement rien en faire, sauf à attendre 2 ans, mais qui paye le stockage pendant 2 ans. Et mon distributeur, que j'aime beaucoup, hein, parce que
comme disait Audiard, quand les types de 100 kilos disent quelque chose, ceux de 25 les écoutent. Bah, quand Hachette me dit, vous avez trop de livres, je dis oui, chef. Tu peux pas trop argumenter contre. Et du coup, il faut évidemment que j'arrive à gérer ces flux-là. C'est des problématiques, c'est pas les plus marrantes, mais et donc pour revenir à IC Comics, on avait des restes de stock, mais je pouvais pas les garder, quoi, parce que en plus, par exemple dans Tales from the Crypt ou même dans Red Science, il manquait genre un tome au milieu où je vais pas réimprimer un tome. Tout ça, c'est des problématiques. On a réédité plusieurs titres de notre catalogue qui étaient... Donc en fait, juste les rééditions en intégral, c'était vraiment pour compenser le fait que l'un ou l'autre tome était épuisé dans une série au total. Et là, tu te dis, si quelqu'un veut reprendre la série, bon, alors, manque de bol, sauf si tu vas peut-être dans des trucs d'occasion, je sais pas quoi, tu peux pas les trouver, mais si tu veux quelque chose en neuf, au moins, tu payes plus cher d'un coup. Oui. Mais ça restera au catalogue. Bouquin, voilà, et celui-là, a priori, ouais, tu serais plus à vouloir faire l'effort de le rééditer sur le long temps. Voilà. Encore que de toutes les intégrales qu'on a faites, il y a que Tales of the Crypt qu'on a réédité. Les autres, j'en ai encore beaucoup. Ouais. Parce qu'une intégrale aussi, on ne peut pas en imprimer 1000, hein. C'est pas possible. C'est des tirages à moins de 1000 exemplaires. Non, on peut, il faut que j'en fasse au moins 1500. C'est 1500 ou 2000. Je crois que le premier tirage de Crypt, c'était 2500. Et on l'a réimprimé déjà une fois. Et là, il va falloir qu'on le réimprime une deuxième fois. Et les autres, je crois que c'était 2000. Et peut-être que Frontline, on en a fait que 1500, je crois. Parce qu'on savait que ça se vendrait moins. Mais on peut pas en faire moins. Et des fois, ça en fait trop. Donc, alors, une intégrale a une durée de vie qui est normalement un peu plus élevée, mais même en intégrale, il y a aussi de la surproduction dans les intégrales. Et même dans le comics de patrimoine, tu te sens qu'il y a aussi une surproduction dans les alors je vais dire les vieilleries, mais sans jugement aucun, mais vraiment sur les vieilles séries justement des années 50-60. Oui, puis c'est un petit marché. Moi, mon grand regret, par exemple, c'est de pas pouvoir continuer Pogo. Pogo, oui, que t'en avais parlé il y a 3 ans. C'est un crève-cœur parce que j'adore cette BD, mais les traducteurs avaient fait un super boulot, le lettrage super boulot, mais on peut pas. Ouais, ça avait pas marché alors que même t'étais passé justement par le financement participatif. Hein. Pour le deuxième, on avait eu. Non, pour le deuxième. Ok. Ouais, il était sélectionné Angoulême en patrimoine. On avait eu des super critiques partout, mais littéralement, on en a vendu 350 ou 400, quoi. Avec un tirage à 2000, une mise en place conséquente. Donc les libraires avaient joué le jeu, mais ça intéresse pas assez de monde, c'est tout. Et mais ça, c'est hyper frustrant. Ouais. C'est hyper frustrant parce que je pense que c'était une BD qui méritait vraiment de faire partie des incontournables. Mais bon, Karl Barks est allé jusqu'au bout chez Glénat, ce que je trouve super. Mais parce que c'est Disney, c'est les canards de Disney et que ça... c'est un facteur de reconnaissance qui est bien plus grand que malheureusement que Pogo et ouais, voilà. Mais après je dirais que Carbax est porté par ce que Don Reza en a fait après aussi, et que les gens veulent revenir aussi aux racines et que ça aide un peu. Si Don Reza avait pas fait le monstre de BD qu'il avait fait, peut-être que les gens iraient pas autant. Après, Carbax c'était déjà super bien, mais je m'éloigne du sujet là-dedans. Du côté de ce qui est jeunesse et young adult, pareil, il y a quand même une concurrence qui est bien présente. Et d'ailleurs, on l'a même vu, hein, puisqu'on t'en parlait un petit peu avant, dans les First Print Awards, en fait, où c'est dans cette catégorie qu'il y a le plus de maisons d'édition pas identifiées comme comics, puisque on en avait du Bayard Jeunesse, on avait du Glénat, du Dupuis, et on a est complètement Rue de Sèvres, et on est complètement passé même à côté de Gallimard avec le Lightfall de Tim Probert, qui est à mon sens notre grand écueil dans cette catégorie. Oui, parce que c'est une série qui vaut aussi pas mal de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est qu'il y a une concurrence aussi qui est, donc comment on s'en sort, comment on essaie de tirer son épingle du jeu dans ce secteur-là, qui en plus, de ce que je comprends, a aussi du mal à exister dans le rayon des libraires, en fait, qu'il n'y a pas forcément un rayon très young adult comme ça qui arrive à se démarquer. Ça marche plus chez les libraires généralistes qui ont un rayon BD que chez les purs spécialistes de BD. Et ça, pour moi, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que c'est des ouvrages, quand les gens achètent Le Prince et la Couturière, ils s'en foutent de savoir que c'est une autrice américaine ou suédoise ou française ou peu importe. C'est un livre, c'est une BD et à la limite, c'est un peu l'objectif qu'on avait aussi au départ.
quand on a fait publier Courtney Crumrin et Whiteout, les premiers, l'âge de bronze, on les faisait c'était du noir et blanc, mais on les faisait en grand format. On voulait pas qu'ils soient marqués comic book, même si la couve de Whiteout c'était par Frank Miller, ce qui était difficilement de faire plus marqué comics. Et on avait des lecteurs d'ailleurs, notamment avec Courtney Crumrin, qui étaient pas du tout des lecteurs et des lectrices, beaucoup de lectrices d'ailleurs de comic book. Donc à la limite, je crois qu'aujourd'hui il faut plus réfléchir réellement en dire d'où ça vient, où ça va. Moi, je crois que les auteurs aujourd'hui. Après, sur le Young Adult, c'était vraiment plus en termes du registre Young Adult, hein, pas pour l'origine non plus, parce que. Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà, tu vois. Oui, bah c'est vrai que il y a beaucoup de concurrence, mais c'est un secteur qui existait pas vraiment. Et est-ce qu'il existe aujourd'hui? Je pense que je pense qu'il existe. Enfin, physiquement, hein, tu vois. Ouais, physiquement, je pense qu'il existe. Il y a de plus en plus. Alors, c'est peut-être, comme je te dis, plus visible chez les libraires généralistes. Les libraires BD ont souvent tendance à dire, bah là, il y a le rayon jeunesse et là, il y a le rayon adulte. C'est rare qu'il y ait mais chez les libraires généralistes, maintenant, en roman, il y a partout, il y a tout le temps un truc pour et puis bon. Parce que. Alors après, qui lit ça? Est-ce qu'il y a un public d'adultes qui lit ça? Il y a des gens, des jeunes qui sont entre guillemets trop jeunes pour ça, mais qui lisent quand même selon leur niveau de lecture et leur intérêt. C'est plus une typologie de récit. C'est souvent justement, c'est pour ça que nous on a créé cette collection Identité. C'est souvent des récits, une sorte de récit initiatique, découverte de soi, à travers parfois des récits de genre, c'est-à-dire à travers une histoire un peu fantastique ou une histoire un peu aventureuse, comment les gens vont se découvrir. C'est vrai que c'est un peu ça. Non, moi je trouve que c'est des choses qui commencent à s'identifier. Et puis c'est aussi, pas se leurrer, c'est souvent des thématiques très contemporaines, donc qui étaient pas trop développées. Donc il y a un écho aussi auprès de la presse, par exemple, des gens qui aiment en parler pour dire c'est des nouveaux récits, quoi. C'est des nouvelles approches. Là, par exemple, dans notre programme de l'an prochain, on a une BD qui s'appelle Washer Diaries, qui est sur 4 jeunes filles et leurs histoires autour de leur chevelure et les cheveux crépus, qui est un thème qui n'existait pas. Je crois ni dans la littérature ni dans la BD. Il y a déjà eu des choses dessus. Il y a eu Racine chez Delcourt, il y a eu Freezy chez Jungle. Et nous on a trouvé ce récit qu'on a trouvé vraiment, et que mon éditrice m'a vivement encouragé à faire, et on va le faire parce que c'est effectivement un super sujet. Donc c'est aussi c'est pas tant que ce soit forcément dirigé uniquement sur la tranche young adult au sens âge, mais c'est le côté des nouvelles thématiques, des nouvelles approches. C'est ce renouvellement pendant très longtemps, la BD. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu. Il y avait la BD franco-belge classique pour les enfants. Après, il y a eu l'explosion de la BD dite adulte. Et il y avait cette espèce de gap, en fait. C'est-à-dire, soit on était Disney, Spirou pour les jeunes, soit on faisait de la BD adulte, attention, Métal Hurlant, etc. Et ça crée cette espèce de... Et surtout, on voulait pas être classé, quand on était dans l'un, on voulait pas être dans l'autre, etc. Or, finalement, je crois que les gens, maintenant, ont moins ces catégories, je l'espère. En tout cas, il y a ce côté, on a envie de découvrir surtout le vrai bénéfice de la surproduction, parce qu'il y en a aussi, c'est cette diversité d'offres éditoriales. Ça, c'est génial. Même en comics, quoi. Moi, je suis un vieux, donc je peux parler des fois, dire c'était mieux avant, parce que quand je lisais Strange, il y avait 200 000 lecteurs. Oui, mais c'était limité à un type de récit qui était très bien. Hein, je crache pas du tout dessus, mais il y avait pas cette diversité. Donc aujourd'hui, je trouve que l'offre est quand même beaucoup plus intéressante, même si la contrepartie, c'est beaucoup de titres et parfois difficile d'exister. C'est que le lectorat s'est pas autant agrandi, mais de façon générale, hein, et on l'a vu en 2024, surtout le secteur, en fait, que ce soit comics, BD et manga aussi. Et manga dont la chute est encore plus impressionnante parce qu'elle était partie tellement haut plus dur dans les années que forcément le truc c'est que vu que ça se concentrait aussi sur les locomotives, une fois que tout le monde les avait lus et achetés, forcément après t'as un volume qui chute, quoi. Oui. Mais voilà. Toi juste pour rester encore sur Young Adult, c'est que même dans le format, en fait,
et ça, tu nous l'avais déjà dit que t'aimais pas forcément l'idée d'avoir une collection uniformisée. Mais là, quand même, tu vois entre les Rhinet et les Gamer qui sont en souple, les Cordec Crummerine qui sont passés par 3 éditions différentes, quand même en fonction des intégrales et des petits tomes et des gros trucs en souple ou en cartonné. Et là, même pareil, je veux dire le Debly, In Limbo et Ariel Reese, donc Witchy, que tu as fait en cartonné dos rond, et qui encore, enfin, à chaque fois ça change. Alors, c'est comment tu le ressens, comment tu vois aussi comment ça marche peut-être dans les librairies. Alors, il y a 2 contraintes. Nous, notre format préféré maintenant, c'est un format qu'on essaie souvent d'utiliser, c'est le format 18-26, parce que historiquement, c'est un format qui a souvent bien marché. Ce format un peu roman grand format, on va dire. Voilà. Et je trouve que, par exemple, pour Le Prince et la Couturière, c'est un des premiers albums qu'on a vraiment transformé, puisque le format original était plus petit. Et en l'adaptant à ce format, alors on fait toujours attention selon le type de dessin. Par exemple, notre série Space Boy, qui est du webtoon, là on va faire un plus petit format. Ouais, qui est vraiment petit celui-là pour le coup, je trouve. Parce que si on l'agrandissait, ça aurait pas de sens, parce que le dessin est pas fait pour être agrandi. Et il faut aussi s'adapter à ça. Mais on aime bien ce format 18-26 parce que on trouve que surtout sur des livres un peu lourds en pagination, ça fait un gros bouquin, ça ressemble à un gros roman. Et moi je le trouve assez séduisant. Donc quand on est dans ces environs de format, on se dit bah autant faire à peu près dans ce format-là. Mais après c'est vraiment le projet qui va dicter quoi. Et là par exemple comme je disais pour Space Boy, on va relancer la série parce que le dernier tome qu'on avait sorti c'était le 12 il y a un an je crois. Et en fait il y avait alors que c'est pas du tout la fin de la série. Ah pas du tout non. Il y aura au moins l'équivalent d'une 30aine de tomes. C'est un engagement que tu fais là devant les auditeurs. Ouais, c'est un engagement que je fais. Alors la difficulté qu'on avait, c'était que on recrutait toujours plein de nouveaux lecteurs, ça c'était bien, mais les nouveautés c'était difficile, on n'en vendait pas assez, et il y avait l'aspect du prix parce que c'était 20 €, même si c'était 180 ou 200 pages, je sais plus à peu près, en cartonné, en couleur, mais en petit format alors. Voilà. Et quand on disait aux gens il va y en avoir 30, c'est vrai que ça faisait très peur. Alors on a réfléchi à des formats un peu omnibus, mais c'était assez cher quand même. C'est-à-dire qu'on en mettait 3 en un, mais on arrivait quand même à un prix genre 30 €. Donc, et finalement là, on va sortir un format à 10 € parce que c'est un peu l'air du temps aussi. C'est de dire, il faut pouvoir proposer des livres pas trop chers et on baisse un petit peu le format, mais comme c'est étudié pour du webtoon, ça va. C'est pas le dessin n'est pas écrasé par le format. Ça reste en couleur, mais c'est une couverture souple. Et on choisit un truc pour essayer d'arriver à un format, à un prix qui soit quand même plus abordable. Et du coup, d'ailleurs, progressivement, on rééditera les autres à ce nouveau format. Mais en attendant, on mettra les anciens formats au nouveau prix, même s'ils étaient sortis. Ah oui. Bah pour à la fois pour nous pour finir de vendre les stocks plutôt que de les détruire. Et puis pour permettre aux gens qui disent ah bah tiens c'est chouette, c'est 10 €. Ah oui mais les tomes précédents ils existent qu'à 20 ou à 18. Là, au moins, ils auront tout à 10 €. Voilà. On essaie comme ça de. Mais donc, tu vas pas réimprimer tout de suite les premiers tomes, d'accord. Donc, voilà. C'est juste pour que ceux qui prennent la série en cours puissent quand même les avoir. Ils seront tous dispo il nous reste du stock sur tous les tomes. Mais c'est juste qu'il faut pas que ce soit les niqués de la collection qui veulent tout dans le même format du début à la fin. Parce que là, du coup, mais pour l'instant, il y a du stock sur les 12. Ouais. Donc, je vais même, pour te dire à quel point je m'en préoccupe, c'est qu'il y a un tome, je dirais pas lequel parce que sinon ça va créer. Il y a un tome où on en avait vraiment moins. Je vais refaire un tout petit tirage pour qu'il y ait à peu près un équilibre, ce qui fait que, en gros, quand il y en aura un qui sera épuisé, logiquement, les autres seront quasiment terminés, pour pas qu'il y ait des trous, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, ça c'est des problématiques pas forcément passionnantes, mais on essaie. Alors, détrompe-toi, hein, c'est des trucs qui à mon sens sont passionnants et qui permettent qui permet vraiment de rentrer dans un truc qui est jamais discuté de façon publique aussi parce que c'est de la tambouille interne tout ça, mais ça permet juste de comprendre en fait comment ça marche exactement et comment c'est travaillé en interne tout simplement quoi. Bah écoute. Et justement, parce que on parlait un petit peu du prix, ça c'était aussi des questions qui, oui, effectivement, qui ont occupé l'espace tout au long de l'année. C'est fameux, oui. C'est comment est-ce que ça se passe de votre côté par rapport à votre tarification, par rapport à, est-ce qu'on en est aussi du point de vue de l'éditeur avec les problématiques de coût des matières premières et de fabrication. Est-ce que ça s'est un peu calmé? Ça s'est un petit peu calmé. C'est vrai moi je vais pas mentir, hein. On a imprimé un moment
à la sortie du Covid, on a fait quasiment tout en Chine parce que c'était les premiers à reprendre des prix à peu près compétitifs, notamment sur le papier. Maintenant, ça va, on réimprime l'essentiel de ce qu'on fait en Europe. Donc, malgré tout, ça a augmenté, mais les prix des livres ont augmenté. Mais je pense que ça va faire comme dans le livre d'art. Maintenant, il y aura soit du livre assez beau, assez cher, soit des choses très très abordables. C'est le mid-range qui souffre toujours. Je parle du livre d'art parce que c'est un truc qu'a connu. Moi, j'ai été libraire. Tu parles de l'artbook que tu fais aussi ou non, c'est une autre catégorie. Ouais, c'est vraiment le livre d'art. Les beaux plus livres, beaux livres, comme ça. Tous les beaux livres d'art comme. Et à une époque, on disait que moi, quand j'étais en librairie, en gros, pour vendre du livre d'art, soit faut être Citadel et Masno, soit faut être Taschen, mais entre les deux, t'es mort parce que t'es pas assez cher pour faire un produit très haut de gamme. Luxe, ouais. Soit t'es trop cher pour les gens qui veulent avoir des livres au prix le plus compétitif. Et je crains. Est-ce que c'est une métaphore de la société, les très riches, les très pauvres? Malheureusement, la classe moyenne qui bouffe le plus, quoi. Je pense que c'est pas totalement un hasard, et je crains ça parte un peu comme ça. En même temps, je me dis, nous, on avait tendance à faire des livres de plus en plus chers, parce que des intégrales, parce que quand on nous proposait des séries en 2 ou 3, on disait non, fais-nous un one shot, parce que c'est ça qui marchait. Et d'un autre côté, je me dis n'oublie pas que la BD c'est un truc qui doit être quand même resté populaire et accessible. Donc c'est vrai que après s'être pas du tout préoccupé de cet élément-là, maintenant je me dis tiens, là on va rééditer les Sherlock Holmes de Ian Culbar et Ian Edginton, qui étaient parus en tome individuel et en intégrale. Et là on les réédite en tome individuel, pareil au même format que les Space Boy, plus petit, à 10 €. Donc il y a les quatre romans de Sherlock Holmes, Une étude en rouge, Le chien des Baskerville, Le signe des 4 et La vallée de la peur, magnifiquement illustrés par Ian Culbar, qu'on va rééditer au mois de mars. D'accord. À ce format, en se disant Sherlock Holmes, c'est une marque connue, c'est les gens se disent tiens, une BD, c'est vrai que les adaptations littéraires ça peut marcher. Oui, ça a pas mal pris aussi ces derniers temps. Donc, Et là, comme c'est des livres qui ont déjà été publiés sous différents formats, c'est proposer une édition hyper accessible. Voilà. On essaie de contenter le maximum de gens, et puis c'est vrai que ça fait partie du métier de l'éditeur, de se dire c'est pas toujours les gens qui ont rien compris, quoi. Si ça marche pas, moi je me pose tout le temps les questions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça aille mieux? Tu parlais de Courtney Crumrin, on l'a réédité plein de manières différentes. Bon, c'est pas que ça marchait pas. Ça me va quand même, non? J'ai l'impression que tu avais fait en France, ça. Ouais, mais c'est juste mon impression. Hein, mais ça s'est bien tassé quand même. Ouais. Je pense que aussi beaucoup de gens ont déjà découvert la série, mais la nouveauté avait pas super bien marché, la dernière. Parce que ça s'appelait plus Courtney Crumrin, ça s'appelait Chroniques des Crumrin. Alors ah oui, sur son frère après. Ouais. Et on m'a dit t'aurais dû mettre Courtney Crumrin tome 4. Ouais, peut-être que ça aurait mieux marché. Mais cela dit, je pense que c'est plus difficile aussi. Je sais pas pourquoi. C'est un nouvel BD aussi, Sorcière Allouée, a un peu moins bien marché. Voilà, et depuis, après, il fait plus là en ce moment. Il a continué les Chroniques des Crumrin. Ouais. Il a sorti 2 tomes, mais là je suis en train de voir comment on va l'éditer, si on va l'éditer malheureusement, parce que on se pose des questions là-dessus. D'accord. Voilà. C'est pas forcément les envois de s'il faudrait continuer les tomes individuels ou alors directement passer dans une sorte d'intégrale. Mais surtout que la collection classique, j'ai par exemple j'ai plus de tome 2 on en revient. Les gens vont être passionnés par l'aspect logistique et gestion des stocks, mais là par exemple j'ai plus de tome 2 de Courtney Crumrin classique sur les 3. Donc voilà, il faut se poser la question, et les rééditions, c'est hyper important, mais ça s'amortit plus tardivement, ça met plus de temps. En fait, parce que ça va faire plaisir à ceux qui sont dans le besoin, mais t'as une majorité de gens qui ne le sont pas en fait, et qui sont pas. Des fois, il y a des gens qui me disent mais je comprends pas, ce tome-là il est peu dispo, je connais plein de gens qui le veulent. Ouais. Et à la fin, je leur dis mais si vous êtes 150, je peux pas imprimer un bouquin pour 150 personnes. Ah ouais. C'est beaucoup 150 à la fois. Dire regardez, il est vendu d'occasion à 100 € sur. Oui, mais ça fait rien. Ça justifie. C'est juste que toi, de façon très pragmatique, tu peux pas. Voilà, c'est vraiment. Est-ce que c'est un besoin Et des fois, même on se pose des. Là, en comics, on en a parlé. On publie aussi Critical Role. Oui. Donc, qui est adapté d'un actual play. D'un actual play de jeu de rôle. Donc, pour nous, c'est intéressant parce que c'est à la frontière entre
entre le jeu de rôle et la BD. Bon, c'est une vraie BD, hein. On a sorti le tome 1 qui a plutôt pas mal marché. Le tome 2, comme souvent, ça fait un creux. Et j'ai hésité à faire la suite. Finalement, on m'a dit, ouais, quand même. Enfin, j'avais des demandes qui remontaient, qui allaient, on tente le 3. Et là, ça a vraiment décollé. On a réédité le 1 une fois. Le 2, là, est épuisé. Je vais le rééditer. On va sortir le 4. On va sortir un spin-off. Voilà. Mais c'était limite. À un moment, je me demandais est-ce que ça vaut la peine ou pas. Et puis, en fait, ça reste. C'est un peu du pari. C'est un peu du pari, ouais. Et puis, bon, moi, j'ai toujours envie de terminer ou de continuer ou de terminer les séries, mais des fois. Bah, c'est pas forcément possible. Tu le disais pour Kill 6 Billion, du coup, que tu peux pas, tu peux pas terminer. Enfin, là, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de questions à me poser quand j'ai vu les chiffres. Ouais. C'était terrible, quoi. Pour toi, une bonne vente, en général, c'est combien d'exemplaires, il faut que j'arrive à en vendre au moins 1500, quoi. Ouais. Pour, en achat de droit. En création, il faut que j'en vende plus. Ouais, plus pas forcément parce que ça coûte, mais ça coûte plus cher. Une création, ça dépend. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que, voilà. Bah, c'est aussi, est-ce que tu te lances sur la série? Parce que là, par exemple, t'es de nouveau Népentex et, Les Folieux. C'est pas c'est du one shot. Voilà, c'est du one shot. Donc ça, c'est vrai que. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose, que t'as ressenti forcément dans cette ère du temps où, la série est un peu délaissée, parce que, mœurs oblige sur notre rapport à la culture, on veut tout de suite, on a peur de s'engager sur des trucs qui seraient trop longs et on binge. Non, mais même ce côté, tu sais, quand tu dis quand tu dis que Space Boys c'est sur 30 tomes et que tu dis 30 tomes à 20€, alors les gens ils font un calcul, ils font mais tu fais mais c'est 30 tomes sur genre 10 ans. Oui, voilà. Donc tu vas pas devoir débourser 600 balles tout de suite, toi-même tu n'es pas obligé, tu vois, c'est parfois ces considérations où je vois mais quelqu'un qui annonce une réédition en intégrale ou un truc, on dit oui mais nous ça va nous représenter ça, faire des calculs aujourd'hui comme s'il fallait les débourser aujourd'hui, alors que non, enfin parfois tu peux aussi juste temporiser ce genre de choses là. Mais bref, tes signatures, tes 2 nouvelles signatures, c'était vraiment aussi réfléchi comme ça en disant pour l'instant la série c'est pas le moment, peut-être que ça va revenir un jour, mais en création, ouais, c'est sur ce principe-là. Après, ça peut être ouvert sur une suite possible ou pas forcément, mais surtout quand on me dit c'est prévu en 2 tomes, je dis non. Bon, je te dis ça. Là, j'avais ma réunion de présentation des nouveautés et on va présenter une nouvelle BD de l'auteur de Népentex justement, et ce sera une série en 2 tomes. Mais là, une vraie série. Hein? Ça me fait série en 2 tomes. Tu vois, pour moi là, non, c'est un diptyque. Il me semble d'ailleurs que le faux de la série, il faut que ce soit 3 tomes au moins pour être une série. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt un diptyque. Mais parce que là, ça nous permettait comme on est sûr qu'on fera les 2 de toute façon, mais c'était aussi pour pas que le délai soit trop long, parce que lui, il fait des planches très détaillées, il y a beaucoup de boulot, et c'était le faire travailler pendant 2 ans non-stop, sans qu'on puisse sortir. Enfin, il y avait plein de considérations qui fait que là, ça se justifiait. Voilà, mais bon, c'est projet par projet aussi. C'est compliqué. Et on se fait des nœuds au cerveau. J'allais dire, c'est compliqué de trouver le temps aussi pour de l'accompagnement, parce que ces signatures-là, j'imagine que tu fais ton travail d'éditeur en tant que tel. Là, tu accompagnes les auteurs, ton autrice aussi. Non, ça va. Puis c'est vraiment le cœur du métier. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est une adaptation. Bon, on peut avoir un peu de travail de création dessus, sur la couverture, sur le format, etc. C'est plus esthétique en fait. Voilà. Alors que là, t'es sur le fond. Là, on est sur le fond. Et là, ça dépend des projets. Il y a des gens qui sont avec Steven, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc je fais pas beaucoup d'interventions éditoriales. Avec d'autres, comme Le Conte de Pyrrhide qu'on va sortir, là, c'est un jeune auteur qui débute et là, on va lui donner des conseils plus sur la narration, sur le découpage, parce que je vais pas lui donner des conseils de dessin, mais je peux lui dire. Non, mais t'as une expérience du coup. Et moi ou mon éditrice, là, en l'occurrence, on donne plus de conseils à ce niveau-là. Et excusez. C'est mon téléphone. Ouais, t'inquiète, je peux le couper. Je vais mettre en ne pas déranger. Hop, comme ça. Quelle heure il est? 16h10. J'ai donné là. Donc voilà. Du coup, c'était coupé en plein de ta phrase. Non, je disais, oui, l'intervention éditoriale, moi je suis très partisan de ne rien dire s'il n'y a rien à dire,
Donc je trouve que des fois on se dit bon, je suis éditeur, il faut que je dise quelque chose. Et je fais très très attention à ça. C'est comme quand je fais de la relecture, réécriture sur des projets, je me dis oui, moi je le dirais pas comme ça, mais est-ce que c'est juste parce que moi je le dirais pas comme ça que c'est pas bien? Et j'essaie de garder cette distance. Je trouve que c'est. Et là, j'avais lu beaucoup par exemple, dans les éditeurs, le rôle d'éditeur à l'américaine, très important. C'est pas le publisher, c'est vraiment celui qui va suivre au quotidien. C'est souvent celui même qui donne une impulsion sur le type d'histoire. Mais j'avais lu des interviews d'Archie Goodwin, qui est réputé pour être un des éditeurs les plus appréciés du milieu du comic book. Et il y avait cette approche-là. Il était apparemment très apprécié parce que d'abord, les remarques qu'il faisait étaient souvent perçues comme pertinentes, et puis il se sentait pas obligé de dire faut que je fasse quelque chose même si j'ai rien à dire. Et c'est souvent le danger qu'on retrouve dans l'éditorial, mais partout ailleurs, c'est que les gens ont tendance à justifier leur position en se disant je suis dans ce poste-là, donc il faut que je dise quelque chose. Et je trouve que ça peut être contre-productif. Et donc je fais attention à ça. Mais justement, ça c'est marrant parce que parfois quand je me pose des questions sur est-ce que je pourrais être éditeur, et j'ai ce complexe de mais moi j'écris pas, je suis pas, justement, j'invente pas de choses. Donc j'arriverai pas en fait à forcément dire à un auteur mais en fait je pense que ça va pas dans la bonne direction. Comment ça se gère, ça, ce rapport à ce qui est de l'ordre du conseil, et ce qui est parfois même d'aller diriger en fait, parce que tu estimes qu'en fait là ton auteur ou ton autrice peut-être se trompe et que tu peux la ramener dans le droit chemin. Moi en général je dis je pense qu'on joue le rôle du premier lecteur, et le rôle du premier lecteur c'est dire là soit je comprends pas, soit il y a quelque chose qui m'a échappé, attention. Tu voulais dire ça, donc je pose des questions à l'auteur. L'avantage, c'est que moi, l'auteur, je l'ai en face de moi. Le lecteur, lui, il peut pas. Mais il peut râler, quoi, après. Il peut juste râler. Mais toi, ton but, c'est justement qu'il râle pas. Alors, c'est souvent une question de clarté. Et encore une fois, ça dépend du projet. Par exemple, si j'essaie de me mettre dans l'objectif si l'auteur aime bien faire des ellipses et qu'il maîtrise son art de l'ellipse, je vais pas lui dire rajoute des cases parce qu'on comprend rien. Si c'est vraiment l'objectif de travailler sur cette notion d'ellipse. Mais si c'est une BD, on va dire, traditionnelle, où la lecture se fait de manière, on va dire, à l'européenne, classique. Il y avait un passage passionnant dans Understanding Comics de Scott McCloud sur qu'est-ce qui se passe entre les cases selon qu'on est au Japon, aux États-Unis ou en Europe. Ouais, complètement. Ouais. Nous, on fait plus d'ellipses. Ouais. Voilà. Les Japonais, c'est l'extrême inverse. C'est de la seconde, c'est de la microseconde. C'est de la microseconde, et les Américains sont un peu entre les deux. Ah ouais. Et ça, j'avais trouvé ça passionnant. Donc, en fait, selon le projet, voilà, moi, je me dis, est-ce que je comprends bien l'intention? Pour ça, demander à l'auteur, qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu veux le dire? Quelle est l'impression que tu veux donner? Par exemple, est-ce que tu veux que les gens ralentissent la lecture? Voilà. Donc, c'est ça qui guide. Par contre, je vais pas leur dire comment rédiger. Donc, des fois, quand ça va pas, je dis, là, il y a un truc qui va pas. Propose-moi autre chose. Donc, je reste à distance. Et s'il me dit, propose-moi une idée, ou qu'il me fait comprendre qu'il cherche, il trouve pas, là, je me mets dans une position, je dis, bon, alors, comment moi je le ferais, même si je suis pas, mais je suis pas dessinateur, je sais pas dessiner. Par contre, je pense que je serais capable de découper une BD. Ne serait-ce que par mon expérience de lecteur. Donc, toi, tu pourrais être éditeur aussi, à partir du moment où tu es capable de dire, ça, c'est clair ou c'est pas clair, ou, ça fait passer le rythme de lecture est hyper important dans la BD. Pour moi, enfin, ça fait partie dans le travail éditorial. C'est il y a des gens qui disent ouais, cette BD a été super, mais je l'ai lu en 20 minutes. Ouais, mais c'était l'objectif. C'est une lecture. C'est un côté parfois. C'est vraiment le côté. Tu vas le lire. C'est un truc choc et rapide. D'autres, au contraire, on veut que le lecteur ralentisse parce qu'on veut lui créer cette notion du temps. Dans un film, c'est simple. C'est le montage qui va guider la vitesse de la narration. Donc, il n'y a pas de risque que le lecteur aille trop vite. Alors si aujourd'hui, sur YouTube, on met en x2 ou en x4, c'est terrible. Tu penses que c'est une hérésie? Ouais, c'est une hérésie, mais encore que, pour certains, mais pour un film, ce serait... Il y a des gens qui me disent, ouais, j'ai regardé le film, mais je l'ai mis en x2. C'est terrible, quoi, parce que le monteur, le réalisateur, ils ont une idée de à quelle vitesse tu dois lire l'histoire. Mais dans la BD... Tu peux pas, parce que les gens peuvent lire très vite ou très lentement. C'est eux qui vont décider. Donc, tu es obligé de les guider en faisant, si tu fais certains artifices de mise en page, tu vas les obliger à ralentir ou au contraire les amener à aller très vite. Il est évident que
une narration type manga, ça, on a tendance à lire beaucoup plus vite parce que c'est du cinématique quasiment. Donc, on lit ça comme c'est même pas un storyboard, c'est presque comme un film. C'est un flux quasi continu. Encore que ça dépend des auteurs, hein, mais d'une manière générale, c'est ça. Dans le comic book, il est évident qu'il y a une grande diversité entre la manière dont on découpait les comic books dans les années 60, comment on faisait les classiques de DC, puis après Marvel a apporté aussi un découpage différent, un cadrage différent, et puis les BD, les comics plus modernes aussi. Ça, c'est passionnant. Moi, je trouve ça... et je pense que le rôle de l'éditeur, il est concentré là-dessus. Ouais. D'accord. Pour toi, c'est le découpage, en fait, peut-être l'étape la plus importante. La plus importante, ouais. Parce que ça dicte énormément de choses. En général, si j'ai sélectionné un livre, si j'ai choisi de publier un livre, que ce soit en création ou en traduction, c'est que j'aime le style graphique. Donc, je vais pas commencer à dire, bon, dessine-moi ça autrement ou fais-le-moi à la sauce de. Je trouve ça, c'est complètement contre-productif. Alors après, je peux dire, ce dessin, je trouve qu'il est pas assez abouti, c'est dommage, ou peut-être tu devrais changer l'angle. Mais c'est pas le cœur de mon truc. Par contre, l'étape storyboard, je la demande toujours en disant, montre-moi ton story, même avec des bonhommes bâtons, je m'en fous, je peux lire la BD sous format comme ça. On arrive à l'imaginer, et là, je peux dire, ouais, ça, c'est sur 2 pages, faudrait peut-être le concentrer, ou au contraire, l'étendre un peu, Et puis, c'est vrai qu'on travaille beaucoup en création, en tout cas avec des jeunes auteurs. Et là, en général, ils sont plus demandeurs. Et puis, j'ai travaillé avec des auteurs plus confirmés qui, eux, je reçois les plans, je dis bravo, merci. C'est quand la suite. Bonne journée, ouais. Bonne journée, c'est quand la suite, ce qui est super aussi. Est-ce qu'on peut faire juste un aparté sur ces 2 nouvelles créations? Ouais. Népentex d'un côté, puis les Folieux d'abord. Népentex d'abord. Alors, Népentex, c'est une BD, au départ présenté comme un projet BD classique, et en fait, en discutant avec l'auteur justement, je lui dis écoute, j'adore ton projet, tes dessins sont incroyables, mais presque dans une BD, je trouve que enfermé dans des cases, c'est dommage quoi. Je voudrais des pleines pages, des choses. Et il me dit ouais, et peut-être le texte à côté. Je dis oui, est-ce que tu connais, on publie les albums de Simon Stallonag, Tales from the Loop et Electric State. Il dit ouais, j'adore ce que vous faites là-dessus. Je dis voilà, fais-le comme ça. Je trouve que ça serait super adapté. Il m'a dit ouais, j'osais même pas le proposer parce que j'ai dit fonce comme ça quoi. Et parce que je trouvais que c'était adapté à son style graphique et que ça méritait ça. Donc c'est un récit onirique avec c'est un mélange de roman noir et de récits à la David Lynch sur les réalités qui se chevauchent, une personne qui fait des rêves et ce qu'elle voit dans ses rêves existe après dans la réalité. Elle va voir une détective privée, elle lui dit mais dans mon rêve vous êtes déjà là. Alors au début l'autre lui dit mais c'est une coïncidence. Puis elle lui annonce certaines choses qu'elle devrait pas savoir et elle part à mener une enquête justement sur. Et dans ses rêves il y a ce produit, le Népentex. Il y a des pubs partout dans la rue et c'est un peu comme dans Invasion Los Angeles de Carpenter, il y a des affiches partout et là c'est les produits Népentex, des chewing-gums, des parfums, tout s'appelle Népentex et c'est un produit qui soulage les tourments. Et j'en dis pas plus parce qu'après ça twist, ça se dévoile, quoi, ouais. Et c'est des grands dessins panoramiques sur un format à l'italienne et on était vraiment, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce projet. Et l'autre, Les Folieux, c'est un projet d'une autrice qui elle n'est pas du tout autrice de BD, mais qui travaille dans l'architecture, un cabinet d'architecture, mais qui portait cette histoire en elle depuis très longtemps. Et pareil, j'ai eu le coup de cœur pour son projet, que je trouvais super ambitieux, qui utilise un twist narratif qui est assez classique, qui est la même histoire vue de 2 points de vue différents. Donc ça en soi c'est pas hyper original, mais là en plus il y a une approche graphique qui est différente. Ouais, alors qui est très, c'est pour ça c'est bien de dire qu'elle vient pas du dessin parce que c'est presque du design en fait. C'est du design, mais toujours quand même avec de la séquentialité dedans. Exactement, ouais. Mais oui, c'est une vraie expérience graphique. Ouais. Et 2 approches différentes et bon il y a un sens c'est ça le mot design il ressort. Et moi j'ai été vraiment bouleversé par son histoire. Et donc voilà, c'est le genre de découverte que j'ai envie de faire. Et là aussi, bon là j'ai moins. Le projet était déjà bien avancé. Son synopsis était incroyable. C'est-à-dire que j'ai accroché à l'aspect graphique. Puis quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit waouh, c'était vraiment la 2e lame. J'ai dit c'est hyper ambitieux. Et je trouve qu'aujourd'hui, il sort tellement de trucs. Moi,
j'ai envie d'avoir des choses que les gens n'ont pas forcément vues. On a eu des retours d'ailleurs sur ces 2 ouvrages de gens qui ont dit waouh, c'est un ovni. Et c'est le genre de réaction que j'ai envie de susciter, c'est-à-dire les libraires, les premiers lecteurs, ils disent waouh, ça ressemble à rien de ce qu'on a. Donc là, je suis content quand on me dit ça. Tout ça pour te renommer Achilleos, éditeur du bizarre, un truc comme ça, quoi, d'avoir ta propre tagline. Ouais, c'est ça. Et un dernier point juste que je voulais quand même aborder, parce que j'ai eu le plaisir de découvrir un des jeux de rôle en fait que tu as édité, qui s'appelle Taproot. Et le jeu de rôle, c'est assez récent pour vous quand même, le livre de jeu de rôle. Alors on a vu que le JDR, ça avait, avec l'actual play aussi à côté, que ça avait pas mal explosé ces derniers temps. Est-ce que Achilleos suit les modes de façon vile et mercantile comme ça, quoi? Pas du tout. Moi, je suis un toi, t'es un rôliste en fait. De la première heure. Voilà. J'ai commencé à jouer en 1984 ou 5. À l'époque, je peux te dire qu'il y avait pas grand chose et qu'on était regardés comme des satanistes. Hashtag Mireille Dumas pour ceux qui comprendront. Il y avait des émissions à la télé pour dire que les rôlistes se suicidaient quand leur personnage était mort. Non, je blague pas. Ok. Il y a eu une chasse aux sorcières. Et donc c'était très underground quelque part, mais c'était un truc de masse quand même. Beaucoup de gens d'ados de mon âge jouaient. Et donc ça, moi j'ai toujours, même si je jouais pratiquement plus, mais j'ai toujours aimé ça. Et un jour, j'ai eu le coup de cœur pour un jeu d'Heroic Fantasy qui s'appelle Dungeon Crawl Classics. Et je me suis dit, et que tu fais du coup maintenant. Ouais, que je fais. Mais il est sorti en 2012. C'est un dérivé de Donjons et Dragons, mais avec des petits twists. Pour faire simple. Et j'ai contacté l'éditeur, j'ai dit un jour, j'aimerais bien, si je fais du jeu de rôle, publier ce jeu. Il m'avait dit, ouais, pourquoi pas. Et puis, c'était juste avant le Covid. J'ai dit, allez, on se lance, j'ai envie de faire, tant pis, je fais ce jeu, ça marche pas. J'aurais fait parce que j'avais envie de le faire. Et puis après tout, je suis éditeur, donc c'est du livre, il n'y a pas de raison que je puisse pas le faire. Et ça a très très bien marché. On a fait la campagne juste avant le lockdown. C'était marrant. Et en fait, c'est un public très fidèle aussi. Et pour nous, du coup, ça a été c'est pas des chiffres colossaux, mais c'est un vrai public qui se développe. On recrute des nouveaux joueurs. Et là, je me suis dit, continuons. Là, en ce moment, on a deux campagnes de financement sur Delta Green, qui est un jeu de conspiration Lovecraftienne. On a fait beaucoup de BD sur Lovecraft aussi. Ouais. Mais ça vient parce que j'étais joueur de l'appel de Cthulhu et que j'ai découvert Lovecraft grâce au jeu de rôle. Donc finalement, tout fait sa boucle. Mais on fait des jeux très différents. On a fait Flabbergasted, qui est un jeu type Jeeves, ambiance roman cozy crime à l'anglaise. On va rééditer Paranoia aussi, qui est un classique du jeu dystopique et humoristique. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu une mode avec ces Stranger Things qui a fait, entre guillemets, redécouvrir aussi. Moi, je pensais vraiment plus au confinement, en fait, avec l'actual play. Et l'actual play, voilà. Qui a remis le... Donc, c'est vrai que ça, moi, j'ai du mal à jouer en distanciel, comme on dit, parce que j'ai trop l'habitude de jouer autour d'une table. Mais je comprends que c'est un mode super utile pour regrouper des gens et pouvoir jouer, ouais. Et même Route, du coup, qu'est-ce que alors Route, c'est un jeu de plateau au départ. Qui est un jeu de plateau, mais qui se décline en JDR. Voilà. C'est un jeu de plateau édité par mon associé chez Matago. Alors, qui est une localisation, comme ils disent dans le jeu. Ils disent pas traduction. Ouais. Traduction, c'est une localisation d'un jeu américain avec un graphiste que j'adore qui s'appelle Kyle Ferrin. Les illustrations sont exceptionnelles. Ouais, c'est mortel. Donc moi, en plus, ça me parle. Donc c'est un peu dans un univers à la Robin des... Enfin, c'est un peu le Robin des Bois de Disney, quoi. C'est à la Mouse Guard. À la Mouse Guard aussi. Ouais, voilà. C'est avec des animaux anthropomorphes, contexte un peu médiéval, quoi. Exactement. Et donc, il m'a dit, l'éditeur, on nous a proposé, mon associé m'a dit, on nous a proposé le jeu de rôle. Du coup, j'ai dit, pas de problème, moi je m'en occupe. Et c'est un super jeu. Pour les gens qui aiment le jeu de plateau ou pas, c'est un jeu assez facile pour initier des joueurs parce que les règles sont très simples. Puis maintenant, les jeux de rôle, c'est moins un truc d'initier avec des règles très compliquées. Au début, dans les années 80, c'est quand même la mode de trucs. C'est pour ça qu'on vous traitait de sataniste. Oui. C'était avec vos livres de règles de 300 pages. Là. Et puis en anglais, parce que il y avait quasiment très peu de choses qui étaient traduites. Donc bon, ça, je dis pas ça. Moi, je dis toujours que j'ai appris l'anglais en lisant des comics et en jouant à des jeux de rôle. Donc je pouvais justifier ça auprès de mes parents en disant ouais, mais regarde, je parle bien anglais. Chacun sa formation. Voilà. Alors comment on envisage 2025?
Parce que 2024, là, on a quand même refait le tour un petit peu de quand ça s'est passé, de tes choix. Comment est-ce que tu envisages un petit peu, quel est le défi pour une structure comme Achilleos? Alors, on va dire, nous, c'est les nouveaux projets. On parlait du jeu de rôle, donc on va enchaîner là-dessus. C'est de pouvoir sortir les projets qui sont actuellement en précommande. Ça, c'est gros morceaux, Delta Green, Paranoia, la suite de DCC. Mais qui sont déjà financés à l'heure où on se parle? Ou... Ah oui, largement. Là, ça marche, voilà. Ça marche vraiment bien, ouais. On est content. Il y a 500 souscripteurs à peu près sur chaque. Okay, ouais. Et nous, le nombre de souscripteurs, c'est important. Donc, et puis, nous, en plus, on peut vendre du jeu de rôle en librairie via Hachette. Ça, c'est super. Ouais. Il y a des gens qui étaient contents parce qu'ils disaient, oui, j'ai pas forcément une boutique jeu de rôle, mais par contre, j'ai un libraire. Et s'il peut commander... Parce que c'est que des bouquins, techniquement. Après, après, pour Reroute, t'as fait avec le plateau aussi, t'as fait des packs et j'ai vu il a été diffusé en librairie aussi, ouais. Et que t'as aussi des dés, des trucs comme ça. Tu fais aussi pas mal d'accessoires. Alors souvent, les accessoires, on les met pas en librairie parce que c'est... Puis les histoires de TVA, c'est pas la même TVA, etc. Donc ça, c'est un premier axe. On va développer les artbooks parce que c'est pareil. Et ça m'a interpellé un petit peu parce que les artbooks, c'est pas forcément ce qui marche le plus non plus, j'ai l'impression. Alors je me dis toi tu fais des comics indés, ça a du mal, du young adult qui a parfois du mal, tu dis qu'est-ce qui a du mal aussi? Allez, on y va. Non, ça marche plutôt bien. Ouais. Ça marche plutôt bien et surtout on fait des artistes qui ont des communautés très très dynamiques sur internet. Donc c'est vrai mais ça se traduit ça après en librairie parce que ça c'est pas une donnée qui est facile à saisir. Alors c'est pas des très gros tirages, mais en moyenne, ça marche vraiment bien. Et puis surtout, les gens, par exemple, FIFA, on l'a déjà réimprimé. Tales from the Loop, on l'a déjà réimprimé. Alors, c'est des tirages à 2000 exemplaires, mais c'est des bouquins à 35 €. Moi, je suis content quand je fais 2000 exemplaires d'un bouquin à 35 €. Pour moi, c'est un vrai succès. Et ça justifie qu'on continue. Et c'est des artistes qui ont déjà une reconnaissance. Donc je le vois sur les festivals là à Saint-Malo récemment et à Angoulême l'an dernier. On met les artbooks, les gens je connais. Et du coup ils ont cette curiosité, ils regardent et même si les dessins sont accessibles en ligne, ils ont envie d'avoir un livre. Un livre. Alors évidemment l'artiste qui a 1 million d'abonnés, il y a pas 1 million de gens qui achètent son bouquin, mais il y en a suffisamment. Pour que le projet soit viable chez toi. Pour que le projet soit viable. Et tu disais en début de ce podcast que tu envisageais de faire ça peut-être avec des artistes américains, mais tu penserais même à par exemple créer de l'artbook avec des je sais pas un Daniel Warren Johnson si je reprends Space Mullet qui avait été publié chez toi originellement, mais tu vois, mais après ça c'est juste mes fantasmes personnels quoi. Mais par exemple avec un artiste de comics par contre vraiment tu pourrais dire de reprendre techniquement tous les travaux qu'il a fait en indépendant et de dire là je peux faire un truc pour compiler. Il y a des auteurs, j'aimerais bien leur proposer ça. D'accord, ok, très bien. Après c'est les rencontres souvent qui font ça. C'est je rencontre un auteur, je connais un auteur qui me dit mais tu connais le travail d'un tel, etc. Et ça fonctionne souvent comme ça. Mais on va faire de la création avec des auteurs français aussi. Ouais. Et on va continuer. Là, on en a 2 nouveaux qu'on vient de signer qui sont des adaptations de Sam Yang et Kellogg's Loops, qui a un style un peu à la James Jean d'ailleurs. Quand je l'ai vu, je dis on dirait du James Jean. J'aurais adoré faire Bon, finalement, c'est Urban qui a fait. Mais voilà, c'est des artistes dont j'apprécie le travail. Donc ça, pourquoi pas. En young adult, il y a plein de nouveaux projets. Il y a le nouveau Debly qui s'appelle de l'autre côté, qui est en couleur. Magnifique. Alors qui est pas une histoire à elle. Là-dessus, elle était que dessinatrice, mais je veux dire que c'est toujours aussi très dans le réel ou c'est un peu plus imaginaire que In Limbo du coup? Non, c'est très c'est une histoire inventée, mais c'est sur des Coréens du Nord qui essaient de quitter. C'est leur périple, qui raconte comment ils ont quitté le pays. Je suis pas sûr que ce soit basé sur une histoire vraie, mais l'autrice a dû recueillir des témoignages, donc c'est inspiré de. D'accord. Et il y a Witchy qui continue. Il y a quoi d'autre? Non, c'est déjà pas mal. Pour nous, il y a Washer Diaries dont j'ai parlé. Avant, Je crois que c'est l'essentiel. Donc on reprend Space Boy, tome 13 et tome 14, et j'espère 15 et 16 avant la fin de l'année prochaine. Il faut tenir le rythme.
Quoi d'autre? Et en comics, ça va être un peu... on continue à regarder. Moi, je continue à m'intéresser à l'actualité et je m'interdis rien du tout, donc on verra bien. Et peut-être donc l'intégrale Shock Suspense Stories. Très bien, très bien. Bah, un beau programme en tout cas. On aura l'occasion, de toute façon, de parler à plusieurs reprises, donc, de tes sorties sur la prochaine année. Et puis, si t'es OK, de te livrer à ce genre d'exercice dans un an, d'ici un an, on pourra Avec faire plaisir. un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé et de ce qui a pu changer ou pas par rapport à ce que tu racontais. Et regardez la vidéo des First Print Awards. Je pourrais dire, j'y étais. Ouais. Toi, tu y as été à la première et on espère te revoir à la seconde. Ah, bah, avec plaisir. En tout cas, je te remercie de m'avoir accordé de ton temps. Merci Arnaud. On remercie la librairie qui nous accueille. J'espère que le bruit ambiant, ça ne s'entend pas trop dans le montage final, mais c'est sûr que c'est dur de se trouver un endroit pour se poser et discuter quand il y a des contraintes de train à prendre aussi. Donc, c'est pour ça. Et en tout cas, surtout, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le site d'Aquilos pour regarder leur catalogue et vous intéresser à leur publication. Il y a différents liens dans la description qui vous permettent d'aller checker les titres dont on a parlé au cours de cette émission. Et on vous rappelle que une fois que vous avez dévalisé le stock d'Aquileos, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee pour qu'on continue de faire des podcasts sur le temps long. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut. Salut.